Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette capsule de Cap Diversité. Je m'appelle José-Louis Swolf, je suis professeur de sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles et je vous ai préparé une capsule portant sur le thème des conceptions de la neutralité dans l'enseignement en Belgique francophone. Le but de l'exposé est de tenter de clarifier les différentes conceptions en matière de neutralité de l'enseignement en Belgique francophone et la méthode adoptée sera de vous proposer une réflexion à propos de l'évolution de ces conceptions de la neutralité. Pour complément d'information, vous avez aussi accès à deux autres capsules, l'une portant sur la neutralité axiologique de Weber et l'autre intitulée Entre neutralité et engagement, quelles sont les marges d'action possibles pour un enseignant ou une enseignante qui aborde le thème de la neutralité et de l'engagement, mais sous un angle plus international. Dans le contexte belge, la neutralité est définie avant tout comme un principe de droit public. Je vous donne ici un extrait d'un arrêt du Conseil d'État de 2010 qui nous dit ceci: dans un État de droit démocratique, l'autorité se doit d'être neutre parce qu'elle est l'autorité de tous les citoyens et pour tous les citoyens et qu'elle doit en principe les traiter de manière égale, sans discrimination basée sur leur religion, leurs convictions, leurs préférences pour une communauté ou un parti. Pour ce motif, on peut dès lors attendre des agents des pouvoirs publics que dans l'exercice de leurs fonctions, ils observent strictement à l'égard des citoyens les principes de neutralité qui sont définis un peu plus loin et qui sont le fait de protéger les droits de la personne humaine contre les abus de pouvoir des organes de l'autorité. Et donc j'ai souligné deux idées extrêmement importantes qui définissent la neutralité. La première, c'est la volonté de protéger les droits de la personne humaine et en particulier la liberté de conscience. Et la seconde, c'est l'idée d'assurer une égalité de traitement et donc une non-discrimination. Il existe des différences de sensibilité dans la manière de définir la neutralité entre différents pays. Donc, par exemple, entre la France et la Belgique, la France introduit une exigence supplémentaire qui est celle d'une forme de protection de l'État contre toute forme d'immixtion religieuse. Donc, on peut parler en France d'une conception laïque de la neutralité, alors qu'en Belgique, il s'agira d'une conception non laïque de la neutralité, et qui se traduit notamment par le fait que dans l'enseignement public, il existe des cours de religion à caractère confessionnel et qui sont placés sous l'autorité de chefs de culte. Ceci fait dire à certains auteurs que la neutralité n'est pas neutre. Il est important également de souligner que les conceptions de la neutralité évoluent selon le contexte sociologique et politique. C'est ce que je vais m'attacher à montrer dans cette capsule, en soulignant trois moments clés dans l'évolution de ces conceptions en Belgique francophone. La première conception est une neutralité que l'on peut qualifier de passive et d'abstentionniste dans une Belgique que l'on peut qualifier de pilarisée. Le pacte scolaire de 1958, supposé mettre fin aux tensions entre l'enseignement public et l'enseignement catholique, prévoit d'une part le libre choix par les familles entre une école officielle, publique, et une école libre, privée, la majorité des écoles libres étant des écoles catholiques, et deuxièmement, au sein de l'enseignement officiel, le libre choix entre un cours de religion catholique, protestante, israélite et un cours de morale non confessionnelle. Cette disposition serait élargie ensuite aux cours de religion islamique et orthodoxe qui accéderont également au statut de culte reconnu, qui pourront également donc organiser des cours de religion. Ce pacte scolaire de 1958 repose sur un certain nombre de valeurs et de notions sous-jacentes qui sont les suivantes. D'une part, une volonté de garantir la liberté de conscience des familles en offrant une variété de cours de religion différents et un cours de morale alternatif non confessionnel. Une volonté d'assurer l'égalité de traitement et la non-discrimination, si ce n'est pour les personnes qui ne se reconnaîtraient dans aucune des options proposées, et la notion de culte reconnu. Donc celle-ci est un héritage du concordat passé entre Napoléon Ier et le pape Pie VII en 1801,
à l'époque où les territoires qui composent l'actuelle Belgique étaient français, et ce concordat prévoit la rémunération des ministres des cultes, donc les membres des clergés, en compensation de la nationalisation des biens de l'Église. Alors ce concordat n'existe plus en tant que tel, mais les dispositions financières ont été gardées par la Constitution de 1831 et sont toujours valables aujourd'hui en ce qui concerne notamment la rémunération des ministres des cultes et celle des professeurs de religion. Une autre notion sous-jacente est celle dite de pilarisation, c'est-à-dire que le vivre ensemble est conçu plutôt comme une forme de juxtaposition de familles idéologiques différentes. Donc, dans les cours de religion et de morale, la neutralité n'est pas attendue. Par contre, une définition stricte et abstentionniste de la neutralité est donnée pour tous les autres cours. La neutralité implique la parfaite objectivité dans l'exposé des faits. Elle interdit à l'enseignant de prendre parti dans les problèmes qui divisent l'opinion. Elle impose au maître, lorsqu'il aborde les questions qui touchent aux croyances et aux convictions, de le faire en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d'autrui. En référence au modèle de Kelly développé dans une autre capsule, il s'agit d'une posture principalement de neutralité exclusive, éventuellement d'impartialité neutre. Par contre, pour les cours de religion et de morale, l'impartialité engagée, voire la partialité exclusive sont possibles. Le concept de neutralité a évolué ensuite vers une deuxième conception que l'on peut qualifier cette fois de positive et d'active, mais dans un système toujours pilarisé. Les décrets de 1994 et de 2003 de la Communauté française de Belgique, repris aujourd'hui dans le Code de l'enseignement, donnent un contenu positif et plus actif à la neutralité, au-delà d'une simple réserve ou abstention. Cela se traduit de trois manières différentes. D'une part, par un engagement explicite en faveur des droits de l'homme. Il est précisé d'autre part que l'enseignant ne s'interdit aucun champ du savoir afin d'éviter tout risque d'autocensure. Donc, par exemple, un enseignant abordera la théorie de l'évolution même s'il y a des élèves créationnistes dans sa classe. Et l'expression ne pas prendre parti est remplacée par ne pas tenir des propos partisans. Donc, tenir des propos partisans serait le contraire de la neutralité. Ce serait tenir des propositions orientées en faveur d'une seule option, soit politique ou religieuse. Mais par contre, prendre parti peut se justifier toujours dans un cadre de neutralité, dans le sens où l'enseignant peut sous-peser le pour et le contre de différents arguments échangés lors d'un débat. Le concept de neutralité a ensuite encore continué à évoluer et des précisions supplémentaires ont été données par la Cour constitutionnelle de Belgique en 2015, se fondant elle-même sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2007. Cet arrêt dit ceci: l'État, en s'acquittant des fonctions assumées par lui en matière d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Donc, si l'on voulait résumer en quelques mots la notion de neutralité sous sa version la plus actuelle en fonction de l'évolution du droit, c'est celle-ci, ce sont les caractéristiques d'objectivité, de critique et de pluralisme. On peut également traduire cette évolution des conceptions de la neutralité en référence au modèle de Kelly, en mentionnant le fait que ces conceptions de la neutralité en Belgique francophone ont évolué dans le sens d'un abandon de la neutralité exclusive au profit de l'impartialité neutre et surtout d'une neutralité que l'on peut qualifier d'active et de positive. Et donc, j'ai indiqué en rouge et dans trois cases différentes, trois sens de la neutralité active et positive. Donc, on utilise cette expression d'une part pour mentionner le fait que l'enseignant doit promouvoir activement les droits humains, aussi
le fait qu'il puisse prendre parti s'il le juge utile et avec prudence dans certaines circonstances, ainsi que le fait qu'il puisse proposer des dispositifs didactiques visant à encourager les élèves à une posture de réflexivité par rapport à leurs convictions, qu'il les encourageait à développer une attitude d'écoute active, la pensée critique, ainsi de suite. Voilà autant de modalités, de facettes possibles de ce que l'on entend par neutralité active et positive. Il existe des difficultés possibles dans l'interprétation des décrets, par exemple l'expression ne pas froisser les opinions et les sentiments, même si elle part d'une bonne intention, est très difficile à opérationnaliser. Il est possible que malgré soi, on froisse certaines opinions ou sentiments. Et donc cette suggestion pourrait être remplacée éventuellement par une autre qui serait, par exemple, la suivante: éviter des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui constitue donc une atteinte à ses droits et qui dès lors ne contribue à aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain. Une autre source de difficulté possible est le fait que l'enseignant doit à la fois garantir les libertés de l'élève, mais au même temps de veiller à ce que sous son autorité ne se développe ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le militantisme politique organisé par ou pour les élèves. Et donc parfois, il peut être difficile de savoir où mettre la barre entre garantir les libertés de l'élève et veiller à ce que ne se développe aucune forme de prosélytisme. Une troisième conception de la neutralité serait une neutralité que l'on pourrait qualifier de plus active et d'inclusive, dans un système qui se dépolariserait partiellement, mais comme vous le voyez, j'ai mis un point d'interrogation, puisque cette conception est loin d'être aboutie aujourd'hui. Donc elle traduit le souhait d'une partie de la population de création d'un cours qui soit commun à tous les élèves. Donc en ce sens, elle traduit une volonté de dépilarisation, cours commun portant sur des questions de philosophie, de citoyenneté et d'approche culturelle des faits religieux. Des propositions de parlementaires avaient été émises en ce sens depuis déjà la fin des années 80, mais il a fallu attendre septembre 2014 pour qu'il y ait enfin un accord du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui a constitué une décision de compromis. Il s'agit de la création d'un cours de philosophie et citoyenneté à raison d'une heure semaine dans l'enseignement officiel et d'une éducation transversale à la philosophie et à la citoyenneté dans l'enseignement libre. Donc il s'agit clairement d'une décision politique, alors qu'en mars 2015, il s'agit d'une décision juridique. C'est un arrêt de la Cour constitutionnelle rendant de fait facultatifs les cours de religion et de morale. Et cela a été suivi en octobre 2015 d'un décret relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté. J'en profite aussi pour signaler qu'il existe une rumeur assez répandue, mais qui est fausse dans les écoles en Belgique francophone, qui est de considérer que ce cours de philosophie et citoyenneté serait une réaction aux attentats de Charlie Hebdo. En fait, non, ces événements tragiques ont eu lieu en janvier 2015 et la décision politique avait déjà été prise en septembre 2014 et elle est l'aboutissement, comme je vous l'ai dit, d'un long processus qui remonte à la fin des années 1980. Ce souhait n'a été rencontré que très partiellement, puisque cet enseignement se donne aujourd'hui de trois façons différentes. Le cours de philosophie et de citoyenneté se donne à raison d'une heure semaine dans l'enseignement officiel pour les élèves qui gardent une autre heure semaine de religion de morale. Ce cours se donne à raison de 2 heures semaine dans l'enseignement officiel pour les élèves dont les parents ont demandé la dispense des cours de religion et de morale. Et enfin, il n'existe pas de cours spécifique, mais une éducation transversale à la philosophie et à la citoyenneté dans l'enseignement libre catholique. En synthèse et en conclusion, essayons de porter un regard plus sociologique sur ces différentes conceptions de la neutralité. Un premier point qui se dégage est le fait que la neutralité est un concept complexe, polysémique et en évolution constante. Il apparaît en tension entre plusieurs conceptions. Une première tension
est entre la protection des libertés individuelles et la protection en plus de l'État et de la fonction publique contre toute forme d'immixtion de pouvoir religieux. Une deuxième tension est celle entre une neutralité passive et abstentionnisme et une neutralité plutôt active et positive. Et une troisième tension entre une posture à l'égard des questions religieuses qui est de nature différentialiste ou pilarisée, qui se traduit par des cours de religion différents, et une posture à l'égard des questions religieuses qui serait plus inclusive dans le sens d'un cours commun à toutes et tous. Ces conceptions renvoient à des choix de société. Dans le premier cas, donc les différentes options de la colonne de gauche, eh bien, il s'agit d'une conception plutôt pilarisée ou communautarisée du vivre ensemble, alors que les différentes options de la colonne de droite vont dans le sens d'une conception plus universaliste et à référence laïque à la fois du vivre ensemble et de la neutralité. Vous trouverez sur toutes ces questions quelques références bibliographiques indicatives à titre complémentaire. Et donc, je tiens à vous remercier vivement pour votre attention et à bientôt peut-être pour une autre capsule de Cap Diversité.